Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce troisième webinaire dédié à la géothermie. Après les idées reçues et les fondamentaux de la géothermie des deux dernières séances, on s'attaque maintenant à la géothermie sur nappe. Aujourd'hui, l'ordre du jour est assez chargé, puisqu'on va aller vraiment dans le détail des installations de géothermie sur nappe. Avec notamment la définition de la ressource et de ses caractéristiques, la définition du besoin et la conception des installations techniques thermiques, et puis un exemple de réalisation assez, assez parlant sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà ce qui nous attend aujourd'hui. On va passer directement du coup à l'intervention d'Aurélien Blondeau, donc du bureau d'études Burgéap. On fera les sondages si on a le temps à la fin du webinaire. Très bien. Merci Nicolas, bonjour à tous. Donc Aurélien Blondeau, je suis hydrogéologue à Ginger Burgap et je suis basé à Grenoble. Si tu peux avancer Nicolas. Donc l'objectif de la première partie de la présentation, c'est de caractériser, on va faire une petite présentation sur la caractérisation de la ressource exploitable pour un usage énergétique. Parce que globalement, la question que l'on se pose au droit d'un site, d'un lot à aménager ou d'une parcelle ou groupe de parcelles, c'est est-ce qu'on peut faire de la géothermie au droit de ce site-là, aussi bien sur sonde que sur nappe. Bon, dans le cas présent, là, on va vous présenter uniquement la géothermie sur nappe. Et donc, pour arriver à répondre à ces questions-là, on vous présente quel est le principe de la géothermie sur nappe, le cadre réglementaire, les étapes clés d'un projet de géothermie et puis aussi les éléments importants du dimensionnement à prendre en compte. Voilà. Si tu peux passer à la slide suivante, Nicolas, s'il te plaît. Donc, le principe de la géothermie sur nappe superficielle, TBE, ça veut dire très basse énergie. En fait, ça consiste à réaliser un échange thermique avec l'eau souterraine par l'intermédiaire d'un forage de pompage et d'un forage de rejet. Donc, comme le montre le petit schéma ci-dessous. Et donc, la géothermie sur nappe, c'est une technique courante, excuse-moi, là, qui se réfère donc à une norme sur les forages d'eau. Voilà. Donc, pour aller plus dans le détail, le principe, c'est qu'on crée un forage de pompage et un forage de rejet qui ont des profondeurs entre 10 et 200 mètres et on va pomper dans la nappe phréatique. On pompe, on réinjecte dans la même nappe. Et donc, on a ce qu'on appelle un circuit ouvert, sans contact entre l'eau de la nappe et les fluides extérieurs ou secondaires que l'on va avoir dans le bâtiment. Et donc, on fait bien un échange thermique avec l'eau de la nappe et tout ça est lié à une PAC géothermique. Les principaux éléments de la PAC géothermique sur nappe, c'est qu'on va effectivement avoir un ou plusieurs forages de pompage et forages de rejet. Donc, comme vous le voyez sur le petit schéma à droite, on a bien une pompe à chaleur et juste avant la pompe à chaleur, on a un échangeur entre l'eau de forage et la PAC, c'est-à-dire que les fluides sont bien dissociés. Puis, depuis la PAC, un système de distribution et d'émission qui va dans le bâtiment. On va avoir en fait différents acteurs, donc un bureau d'études sous-sol, par exemple, d'hydrogéologues, un bureau d'études fluides CVC, puis des entreprises qui vont réaliser les travaux et aussi un maître d'ouvrage. Donc, il faut que l'ensemble des acteurs soient concertés et liés pour que le système en fait fonctionne convenablement, puis derrière un exploitant qui fasse fonctionner également le système comme prévu initialement. Donc, le principe d'exploitation, c'est qu'on va avoir donc ce doublet de forage avec un forage de pompage et un forage de réinjection. Et la puissance énergétique que l'on va pouvoir utiliser, elle dépend donc du débit que l'on pompe. Et le débit qu'on pompe sur la nappe est fonction donc des caractéristiques de la nappe et des ouvrages. Donc, comme vous le voyez sur le petit schéma là, on aura un ouvrage de captage où on va avoir une pompe immergée à l'intérieur
on va pomper l'eau de la nappe, donc on va faire baisser le niveau de la nappe, on va la rabattre, ce qu'on appelle. Et ensuite, notre circuit va transiter d'eau par la pompe à chaleur, puis on réinjecte donc les eaux au sein d'un ouvrage de rejet, de réinjection, où là, on va rehausser un petit peu le niveau de la nappe, donc on est en charge, et on va rejeter ces eaux. Donc en fait, ce que l'on voit là, c'est qu'on va faire ça au sein de notre système. Donc, un point important, c'est de prendre en compte le sens d'écoulement de la nappe pour que le forage de captage soit en amont hydraulique et le forage de rejet en aval hydraulique. Voilà. Et suivant ce qu'on va faire du chaud ou du froid, quand on va être en mode chaud, en mode chauffage, on va venir en fait prendre des calories sur la nappe. Donc, on va rejeter des eaux plus froides en hiver. Et en été, en fait, on va rejeter des eaux plus chaudes en partie été. Voilà. Donc, sur les systèmes de géothermie sur nappe, un point de vigilance, ça va consister à vérifier et bien prendre en compte qu'il n'y ait pas de recyclage thermique, c'est-à-dire qu'on ne repompe pas des eaux que l'on aurait réchauffées ou refroidies entre nos deux ouvrages. Vérifier qu'on ne génère pas de colmatage, aussi bien de l'aspect filtre échangeur que forage de réinjection, et puis aussi bien gérer notre réinjection des eaux. Et en fonction de ça, est-ce que tu peux cliquer encore, Nicolas, s'il te plaît? Voilà. On fait un dimensionnement optimum des ouvrages en fonction des caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère et aussi également de la qualité de l'eau. Un petit focus sur la réglementation. Donc, la réglementation, dans le cas présent, on est soumis à ce que l'on appelle la GMI, géothermie de minime importance. Le cadre de la GMI concernant les systèmes de géothermie sur nappe, c'est que l'on doit prélever et rejeter les eaux dans le même aquifère, la même formation aquifère. Et donc, notre bilan hydraulique, c'est-à-dire ce qu'on pompe et ce qu'on réinjecte, est nul en termes de bilan hydraulique, c'est-à-dire que les eaux pompées sont rejetées dans le même aquifère. La température de la nappe doit être inférieure à 25 degrés. Les débits pompés et rejetés doivent être inférieurs à 80 mètres cubes heure, profondeur du forage inférieure à 200 mètres et la puissance échangée inférieure à 500 kW. Ça, c'est le cadre réglementaire de la GMI. Et ensuite, au niveau national, il y a plusieurs zones qui ont été définies, donc des zones vertes, oranges et rouges. Donc, au sein des zones vertes, la procédure nécessite simplement une télédéclaration en ligne du projet. En zone orange, il faut en plus de cette télédéclaration un avis d'expert qui est donné par des bureaux d'études agréés par le ministère. Et en zone rouge, on sort du cadre de la GMI, on est soumis à une autorisation au titre du code minier. Voilà. Et donc, pour la GMI, il faut également faire appel à des entreprises, des foreurs qualifiés, qualiforage, pour réaliser les forages. Et ensuite, la cartographie GMI, ça ne se substitue pas aux autres réglementations éventuelles, comme la réglementation liée au périmètre de protection de captage d'eau potable. Donc, l'ensemble de ces éléments-là, ils doivent être vérifiés par le bureau d'études sous-sol pour vérifier dans quel cadre réglementaire le projet va être. Voilà. Si on passe sur la slide suivante, où on fait un petit focus, si on est en dehors du cadre de la GMI et qu'on est soumis à autorisation au titre du code minier, en fait, c'est ou en zone rouge dans le cadre de la GMI. Donc là, il faut faire en fait un dossier particulier parce qu'il y a la nécessité d'avoir un permis d'exploitation et une demande d'ouverture de travaux miniers. Et donc ça, c'est lié à une étude d'impact du projet qui est à monter en amont de la réalisation. Et le délai global de montage et d'instruction, c'est environ 15 mois. Voilà. Donc, c'est des choses qui se font tout à fait et qui peuvent tout à fait s'intégrer dans des plannings de projets neufs ou de rénovation de bâtiments, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'était le petit focus réglementaire. Donc, si on repart sur notre projet de géothermie, les grandes étapes d'un projet de géothermie, on va avoir différentes phases. Et donc, on a une première phase de préfaisabilité, APS, où l'objectif, ça va être de préfigurer l'installation de géothermie sur tous les aspects techniques, économiques, et puis aussi administratifs, réglementaires, et tout ça, en fait, en optimisant le coût d'investissement. Et donc, cette première phase-là de préfaisabilité,
elle est faite sur la base des données disponibles et toutes les données bibliographiques à notre disposition, de manière aussi à pouvoir répondre, est-ce qu'on a bien une nappe au droit du site qui peut être potentiellement exploitable. Voilà. Donc ça c'est pour répondre à cette première question, on va dire. Et ensuite, une fois qu'on a répondu à ça et que l'on pense qu'il y a des possibilités au droit du site, on va dérouler les autres phases, notamment une phase de faisabilité où l'idée, c'est de vérifier les propriétés de la ressource avec un forage test, un forage d'essai et un test de pompage au droit du site, de manière à vérifier qu'est-ce que l'on peut exploiter en termes de débit et la pérennité du système. Et donc, intégrer une solution dans le projet, dans le bâtiment et la dimensionner, puis la réaliser par la suite avec différentes phases de maîtrise d'œuvre. Et la dernière phase est une phase d'exploitation de maintenance où l'objectif, c'est que ce soit exploité correctement et d'accompagner, si besoin, l'exploitation et le suivi des paramètres. Voilà. Et donc, les éléments clés du dimensionnement de l'ensemble du système, c'est effectivement, donc le premier point, quel est le potentiel de la ressource du sous-sol, donc sur SGV, sonde géothermique verticale ou doublé sur nappe, par exemple. Mais en fait, pour que le système il soit correctement dimensionné, il faut voir l'ensemble du projet, c'est-à-dire quels sont les besoins thermiques du projet et le taux de couverture qu'on va chercher à avoir avec la géothermie sur nappe, par exemple. Ça, c'est un point clé et très important et à bien cadrer et bien échanger éventuellement avec le bureau fluide CVC et le maître d'ouvrage. C'est parfois pas toujours utile ou pas optimisé de vouloir couvrir 100% des besoins avec la géothermie. Voilà. Donc ça, c'est bien une question à se poser. Et ensuite, quel est le dispositif de distribution au sein des bâtiments avec les régimes de température d'eau et de performance associés. Et puis l'organisation qui est mise en place, est-ce qu'on est dans un système privé, mutualisé, investisseur, exploitant. Tout ça, l'objectif, c'est d'avoir un système de géothermie qui est optimisé et donc avec on va dire un système technico-économique qui est le plus optimisé possible avec un coût d'énergie maîtrisé. Et aussi également prenant en compte des objectifs environnementaux qui soient satisfaisants en termes d'ENR et de CO2. Tout ça pour avoir une gestion pérenne du dispositif qu'on va mettre en place. Voilà. Si tu peux passer à la slide suivante, Nicolas. Donc, excusez-moi. Donc, les éléments clés du dimensionnement pour le volet ressources nappe, ça va être quel est le débit exploitable de la nappe et sa pérennité dans le temps, la température de la nappe et les delta T acceptables, la qualité des eaux, qu'est-ce que l'on a comme qualité des eaux et les risques associés, colmatage du filtre, de l'échangeur, du forage de réinjection, les possibilités et contraintes de réinjection, les usages de l'eau aussi à proximité et les contraintes du site. Voilà. Donc, d'où l'importance d'avoir une étude géothermique hydrogéologique de l'ensemble du potentiel exploitable et de ses éventuelles contraintes. Si on peut passer à la suivante. Donc, sur l'aspect des données techniques, ce qui est regardé, c'est dans quel contexte hydrogéologique on est, quelle est la perméabilité de l'aquifère, la productivité des forages et le gradient hydraulique de la nappe, c'est-à-dire la pente de la nappe. Voilà. On a mis une petite slide qui est la relation entre la puissance disponible et le débit. Donc, on vous a remis en fait les équations. La puissance chaud, c'est le débit fois le delta T fois 1,16 sur 1 moins 1 sur le COP. Le COP, c'est le coefficient de performance énergétique. On a le même type de formule pour le froid et la même formule si on fonctionne en géocooling, c'est-à-dire sans pompe à chaleur. Peut-être sans rentrer dans tous ces détails, si vous regardez le petit tableau en bas, on a mis un exemple pour un débit d'eau de nappe de 50 mètres cubeurs avec un delta T de 5, quelles sont les puissances que l'on peut fournir. Donc en chaud, ce serait 373 kW, en froid 237 kW et en froid en géocooling 290 kW. En fait, ça, c'est des ratios avec des petits calculs qui permettent en phase amont, pré-faisabilité,
de pouvoir savoir ben voilà, qu'est-ce que l'on pourrait potentiellement couvrir en termes énergétiques sur ce projet ou sur un projet. Le dimensionnement des forages, on vous met quelques photos, il est fonction en fait du type d'aquifère que l'on aura en présence, de la profondeur du forage que l'on souhaite et de la formation aquifère recherchée, de la technique de forage et du type d'ouvrage et des crépines à adapter. Les crépines, en fait, c'est les tubes en fait, avec les ouvertures là, voilà, qui permettent de faire passer l'eau. Et donc ça doit être adapté à la formation, à la granulométrie de la formation. On a un massif filtrant au niveau de ces crépines et le diamètre du forage doit être adapté au diamètre de la pompe immergée et au débit de pompage envisagé. Un exemple de dimensionnement de forage. Donc là, on vous montre des coupes techniques de forage qui sont faites en phase prévisionnelle et puis aussi qui sont faites pendant les travaux, après réalisation des travaux. Et un point important, c'est que les ouvrages ils doivent être conçus aussi pour protéger les aquifères avec des cimentations en partie supérieure pour qu'il n'y ait pas de contamination via la surface et de mise en communication de formation aquifère. Un point important, c'est la réalisation de tests de pompage, ce qu'on appelle par palier et continu, pour définir le débit exploitable. Donc là, vous avez un exemple de test de pompage par palier où on sollicite la nappe à différents débits de pompage pour établir ce qu'on appelle sa courbe caractéristique. Et si tu refais un petit clic, Nicolas, vous avez un exemple ensuite de pompage, de test de pompage continu, où là, on va solliciter la formation aquifère sur plusieurs heures, ça peut être 12, 24, 48 heures suivant le contexte, de manière en fait à pouvoir bien définir quel va être le débit exploitable au droit du site. Donc ça, c'est des points très importants dans le cadre des projets qui sont nécessaires. Un point important, c'est l'écartement entre les ouvrages et le recyclage thermique. Donc ça, c'est dimensionné par le biais de modélisation numérique ou d'approche analytique pour vérifier quelle va être l'incidence thermique sur les avoisinants et sur notre doublet ou notre système, et puis les incidences hydrauliques, les risques de remontée ou de baisse du niveau de nappe, de manière à bien… Est-ce que tu peux cliquer de manière à bien vérifier que ce soit acceptable. Donc là, vous avez un exemple de simulation de modélisation numérique où on voit le panache thermique en rouge et les isopièces, les cartes du toit de la nappe avec les directions d'écoulement en bleu. Et tout ça, c'est vérifié sur une simulation d'une trentaine d'années où on voit les cycles de chaud et froid de manière à bien vérifier que les incidences elles soient acceptables à proximité de notre site. Donc tout ça, en fait, c'est ce que je viens de vous dire. L'idée, c'est de vérifier les positions amont-aval, la perméabilité des formations et puis qu'on ait des écartements acceptables, avec en général un ratio de 100 mètres entre le point de pompage et le point de rejet, à adapter à chaque site. Donc, un des points importants, c'est de bien dimensionner la boucle primaire, c'est-à-dire le forage producteur, le forage injecteur, la pompe immergée qui va être mise à l'intérieur, le réseau hydraulique de jonction des ouvrages, avec une régulation du dispositif suivant les besoins du bâtiment. Donc, tout ça doit être couplé aux besoins du bâtiment pour avoir une optimisation énergétique. Mais en parallèle de ça, en plus, tout ça est accompagné d'une instrumentation pour suivre le débit, pour suivre l'exploitation du système. Donc, on suit le débit, le niveau d'eau, température, pression entrée-sortie échangeur et différents compteurs électriques énergétiques. Donc, c'est ce que je vous viens de dire, mais c'est un schéma, un synoptique de présentation, qu'est-ce qui doit être prévu dans la boucle primaire. Si on passe juste après, vous avez des photos qui vous montrent voilà, des exemples d'équipements d'ouvrage. Donc, à gauche, c'est un forage de pompage avec 2 pompes immergées et le réseau hydraulique. Et à droite, c'est un forage de rejet avec le réseau de rejet des eaux. Ça, c'est quelques photos pour vous montrer que les solutions de géothermie sur nappe peuvent s'intégrer dans un projet. On peut créer ça aussi bien sur des parkings, des espaces verts, que également sous-sol. Le dispositif, en termes d'exploitation, il doit comprendre donc un suivi des paramètres avec vérification de la bonne application des consignes d'exploitation et de régulation,
des bilans d'exploitation à minima annuels au droit des forages, de la PAC et puis des consommations, et puis aussi une vérification de la bonne santé des forages avec un suivi du rendement annuel, c'est-à-dire de la productivité du forage par rapport à nos tests que l'on a réalisés lors de la création, et puis à minima des inspections caméra tous les 5 à 10 ans, voire avant, si on voit que l'on a des dégradations de la productivité des ouvrages. Et un entretien maintenance de l'ensemble des équipements du dispositif. Donc, pour conclure, la géothermie sur nappe, les avantages de ce système-là, c'est que globalement, on a peu d'ouvrages nécessaires. On va avoir 2 ouvrages, 3 ou 4 ouvrages de pompage, une intégration qui est plus simple ou assez simple dans le projet, y compris en rénovation de bâtiments. Une meilleure performance énergétique du système si on compare ça, par exemple, à de la sonde géothermique verticale, la possibilité de faire du géocooling, du rafraîchissement gratuit, une grande puissance disponible suivant le contexte et qui est indépendante du bâtiment. Ça, c'est les avantages. Et le pendant, c'est que l'on a quand même des contraintes, c'est-à-dire que la technologie dépend du contexte hydrogéologique et de la présence d'un aquifère exploitable. Et les impacts, la vérification des impacts à distance doit être faite car on peut avoir des impacts possibles. Et bien sûr, une maintenance et un suivi d'exploitation qui est plus exigeant sur des systèmes sur nappe que sur sonde, par exemple. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Donc, du coup, je te pose les questions qui me sont arrivées. Alors, il y avait une première question que j'ai déjà un peu répondu, mais le délai de 15 mois qui a été présenté tout à l'heure, il s'applique bien uniquement dans le cas où on est hors GMI. Oui, tout à fait. Le délai de 15 mois, c'est pour des projets où on est en dehors du cadre de la GMI. Donc, clairement, c'est pour des projets, par exemple, où on va avoir une puissance au-delà de 500 kW et on va avoir un débit au-delà de 80 mètres cubes heure. Et puis, où on va être, par exemple, dans des zones rouges dans le cadre de la GMI. Donc, voilà, ce délai-là, c'est bien dans ce cadre-là. Autrement, on a des délais qui sont nettement plus courts. C'est ça, c'est-à-dire de l'ordre de 3, 4, 5 mois, quoi, c'est ça? Le délai, en fait, si on reste dans la GMI, en fait, le délai réglementaire, on sera de l'ordre de 1 à 2 mois, quoi, pour monter ces petits dossiers-là, quoi. C'est 2-3 mois maximum si on est en zone orange, mais c'est des délais très, très limités. Merci pour ta réponse. Une autre question, c'est est-ce qu'on a une idée du coût annuel de maintenance en pourcentage de CAPEX, par exemple? Alors, je ne vais pas donner un coût de pourcentage, mais clairement, par exemple, si on a deux ouvrages, en fait, le coût en fait qui va être intégré, ça va être 10-15 000 euros si on répartit ça sur toutes les 5 années globalement. Voilà, pour des coûts d'inspection, de nettoyage un peu particuliers. Une autre question, est-ce qu'un seul forage, enfin un doublet, peut alimenter plusieurs installations de bâtiments, par exemple de chaufferies? Oui, tout à fait. En fait, c'est comme on a un réseau primaire qui est dédié à ça, le réseau primaire peut être bien dissocié, par exemple, sur 2 systèmes ou 2 packs éventuellement. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, ça, il faut que ce soit bien intégré et concerté avec le bureau fluide et suivant les besoins des bâtiments. Donc, ça peut se faire comme ça ou ça peut être une PAC qui va aller après desservir en fait les 2 bâtiments. Donc, ça, c'est à regarder, mais tout à fait, ça peut se faire, oui. Ou une boucle d'eau. Ou une boucle d'eau. Dernière question et après on passe à l'intervention suivante, c'est est-ce qu'il y a des bases de données en open data sur les nappes? Oui, il y a des bases de données en fait accessibles en ligne. Déjà, en fait, il y a le site Geothermy Viewer où vous allez trouver en fait un certain nombre d'éléments
sur les points réglementaires, les ouvrages existants, et puis aussi il y a des informations en fait sur la géothermie sur nappe ou la géothermie sur sonde, et si c'est en gros favorable ou moyennement favorable ou défavorable. Donc vous aurez des éléments sur géothermie.fr, autrement par exemple sur le site du BRGM par exemple. Très bien, merci à toi Aurélien. Et on va passer donc à la seconde présentation. Donc, David Richard, moi je suis chargé d'affaires au cabinet RV Ingénierie sur Grenoble. Et donc, je vais vous présenter, enfin, je vais reparler un peu des mêmes choses que mon prédécesseur. On se croise un peu, c'est normal. Donc, le sommaire de la présentation, on va le dérouler rapidement. Donc, définition des besoins thermiques. Dans un premier temps, donc, avec le logiciel de calcul du bureau d'études, on va déterminer la puissance nécessaire pour notre besoin, en sachant qu'il faut surtout retenir au global que le coût de l'installation est proportionnel à la puissance, et surtout qu'une PAC surdimensionnée sera moins performante et aura une durée de vie plus courte. Donc, il est fondamental de bien déterminer la puissance, enfin les besoins thermiques en fonction de la puissance et des énergies annuelles. Donc, principe et usage. Donc, je rebalaye très rapidement tout ce qu'on peut faire en géothermie. Donc, on peut faire de la géothermie sur nappe, sur sonde, sur panier. On peut aller sur des géothermies profondes, jusqu'à 800 mètres de profondeur. Voilà. Alors, selon son dimensionnement, effectivement, le système géothermique permet de couvrir tous les besoins du bâtiment, chauffage, eau chaude sanitaire, la climatisation, le rafraîchissement. Donc là, on va principalement parler du captage sur nappe. Donc sur les, oui, donc sur brièvement sur la première slide, donc la boucle ouverte dont vient de parler mon prédécesseur, et on a des boucles fermées effectivement sur sonde ou sur captage horizontal. Donc on estime effectivement le débit nécessaire qui est en lien avec la puissance qu'on a vu sur le slide précédent. Et on vérifie effectivement que l'eau réinjectée ne revenait pas dans le forage de prélèvement, sinon on crée un phénomène de bulle froide. Vérification de la qualité d'eau, bon, c'est normal parce que sinon on n'a plus de puissance au niveau de la pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur, c'est un système thermodynamique qui permet de prendre des calories d'un côté et de les transférer de l'autre. Donc on prend les calories dans la nappe, on vient les intégrer dans le bâtiment via donc cet appareil qui est une pompe à chaleur et qui par définition, la puissance est fonction du COP, donc la puissance chaud sur la puissance élec. Concrètement, ça permet effectivement de diviser par 5 la facture énergétique payée par l'utilisateur. Pour 1 kW consommé, on peut avoir 5 kW de puissance de chauffage ou 4 kW de puissance froid. Slide suivante. Donc ça, c'est le schéma de principe d'une pompe à chaleur. Donc on a un compresseur qui pousse dans un condenseur. Le condenseur est représenté ici par le local à chauffer ou le bâtiment à chauffer. Ensuite, on vient détendre ce gaz, donc en phase liquide, et on rentre dans l'évaporateur. L'évaporateur, c'est celui qui va échanger avec la nappe ou avec la sonde géothermique. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Alors pourquoi on dit qu'une PAC, une pompe à chaleur utilise des énergies renouvelables? La pompe à chaleur en elle-même n'est pas une énergie, mais elle valorise effectivement un échange thermique avec la nappe ou avec la sonde géothermique. Et l'électricité, effectivement, peut être renouvelable. On peut passer à la slide suivante. Alors, quels sont les besoins? Effectivement, on va plutôt travailler sur des émetteurs à basse température, tout simplement parce que la pompe à chaleur ne permet pas d'avoir des températures élevées d'eau chaude. Donc, sur le chauffage, on va plutôt travailler sur des planchers à basse température ou des émetteurs à basse température. On peut réchauffer également l'eau de la piscine. Et pour l'eau chaude sanitaire, on va principalement faire du préchauffage et très rarement du chauffage complet. Pour le froid, donc on peut
climatiser ou rafraîchir un bâtiment. Et on peut également, avec la nappe, rafraîchir un bâtiment sur le système du géocooling, qui est un froid plutôt passif. On va passer à la slide d'après. Donc ça, c'est le principe de la pompe à chaleur, ce qu'on a vu dans les slides d'avant, donc avec un forage de production et un forage de rejet. Donc là, on est sur le circuit primaire côté nappe et on met entre la pompe à chaleur et la nappe, on va mettre un échangeur de séparation, de protection géothermale, donc qui va protéger en fait l'échangeur propre de la pompe à chaleur quand on a présence de boue ou quand on a un problème sur la nappe. Donc là, on est donc sur le circuit primaire et là, on passe sur le circuit secondaire. Le circuit secondaire, donc on peut avoir un échangeur géocooling dont je parlais précédemment qui sert au rafraîchissement donc, en été. Donc on voit sur le schéma hydraulique que cet échangeur géocooling, il est après la production de CS, tout simplement parce qu'on peut continuer à produire de l'eau chaude sanitaire avec la pompe à chaleur tout en rafraîchissant le bâtiment l'été. On peut passer à la slide d'après. Donc le dimensionnement d'une pompe à chaleur eau. Donc les fondamentales, effectivement, de bien déterminer les besoins thermiques en puissance et en énergie annuelle. Ensuite, la puissance calorifique de la PAC plus la pointe doit représenter 1,2 fois les déperditions calculées dans le moteur de calcul. On peut passer à la slide d'après. Alors, la détermination de la puissance de la pompe à chaleur et de la pointe, il doit respecter effectivement la monotone des puissances de chauffage. En fait, on représente dans le moteur de calcul, on va aller chercher les températures extrêmes d'une région. Mais la pompe à chaleur, il ne faut pas qu'elle aille couvrir jusqu'à ces températures extrêmes. Donc, on va plutôt parler d'un taux de charge de 100% qui représente 60% de la puissance max. Donc, là, entre 60% et 100% de la puissance max, on va se servir d'un appoint ou gaz ou électrique qui va couvrir ses besoins. Donc, les points de vigilance, effectivement, le positionnement de la pompe à chaleur en milieu fermé dans un local technique, l'approvisionnement du gestionnaire d'électricité en fonction de la puissance de la pompe à chaleur, l'adaptation des réseaux émetteurs existants si on est sur une rénovation, et l'évaluation des performances de la PAC et des régimes de température qui vont varier selon la température à laquelle la chaleur est évacuée, donc le départ chauffage. Je parlais tout à l'heure de plancher chauffant, et celle à laquelle le froid est évacué, donc ça c'est le départ géothermie. Plus le milieu au sein duquel on évacue le froid à une température élevée, et plus le froid sera facile à évacuer. Les conditions de fonctionnement, donc le delta T d'un côté ou de l'autre de la pompe à chaleur, le débit, donc s'assurer d'avoir les protections qui vont bien. On privilégie donc la chaleur douce, basse température, plancher chauffant ou émetteur à basse température, le froid doux. Donc le froid doux, c'est du rafraîchissement, on évite la climatisation. Et ça impacte effectivement le choix des émetteurs, enfin la taille des émetteurs. Et plus on va travailler sur ces émetteurs, et plus on aura un gain sur la performance des pompes à chaleur. Les volumes en eau sont importants également, et la qualité d'eau, c'est dont on a parlé précédemment. Je pense que là, je n'ai pas besoin de revenir sur le dimensionnement, puisqu'on l'a vu précédemment. Dimensionnement de l'échangeur de séparation, celui qui protège la pompe à chaleur. Donc, j'ai un petit exemple, donc la puissance frigo qui est de 23,7 kW. Donc, la puissance de l'échangeur, c'est égal à la puissance frigorifique, 23,7 kW. Et donc, on a une formule pour calculer le débit de la pompe à mettre en place entre ces deux échangeurs, et qui représente aujourd'hui 5,1 m3 par rapport à notre exemple. L'aspect réglementation sur l'effet frigogène est très important.
Donc, sur la manipulation des fluides, on est obligé de passer par un professionnel qui possède les attestations d'aptitude et de capacité. Enfin, la société possède les attestations de capacité. On a l'utilisation des fluides les plus fréquents, donc effectivement R410A, 407C, etc., qui sont en catégorie A1 non inflammable. On a aussi des pompes à chaleur qui commencent à venir sur le commerce en R32 qui ont été classés A2, donc à faible toxicité et faiblement inflammables. On a des fluides plus rares, propane, ammoniac. On est plutôt sur des pompes à chaleur type industriel, avec des risques effectivement sur les fluides. Et on a un fluide, le R12344Z2, qui est A2 et qui va probablement remplacer les fluides actuels par rapport à la réglementation sur la F-gaz. On peut passer à la slide d'après. Donc, si les pompes à chaleur sont installées dans un local technique inoccupé, il n'y a pas de limite de volume de gaz, mais si les seuils suivants sont dépassés, des contraintes de ventilation s'imposent, qui sont en fonction des volumeurs et du type de gaz. Donc, une aspiration au point bas si le gaz est plus lourd que l'air et un débit maximal de 15 volumeurs pour évacuer le fluide. Donc, on met en place dans le local un détecteur de fuite et qui va mettre en route ou non des extracteurs d'air. Déroulé d'un projet géothermie, je crois qu'on a balayé ça sur les slides d'avant. Voilà. En local technique, la pompe à chaleur donc, doit être installée avec une certification Calibat géothermie. En sous-sol, en liaison sous-sol et nappe, le foreur et le terrassier interviennent également. Et dans le bâtiment, c'est principalement le chauffagiste. Donc, merci pour votre présentation. Du coup, plus sur la question de la dimensionnement de la pompe à chaleur. Alors, il y a une question qui relève plus du dimensionnement côté nappe. Donc, je ne sais pas si vous serez en capacité de répondre ou je ne sais pas si Aurélien est encore en ligne. C'est sur les capacités, sur les limites fixées sur le régime de température côté nappe. Oui, oui, Aurélien, tu es encore là. Bon, oui, vas-y, oui, réponds à donc, cette question. Donc. oui, en fait, donc c'est le delta T en fait que l'on va pouvoir utiliser côté nappe. Donc, on va dire classiquement, en fait, on va être sur des régimes de delta T qui vont être de 5, 6, voire 7, 8, maxi un delta T de 10. Mais dans les règles générales, c'est 5, 6, 7. Voilà le delta T qui est utilisé côté nappe. Tout ça en vérifiant au droit du site quelle est la température initiale et est-ce que l'on a des avoisinants autour pour vérifier que le système que l'on crée, on ne génère pas d'influence ou d'impact trop important. Voilà. Mais classiquement, c'est des delta T de 5, 6, 7, voire maximum 10. C'est vraiment un maximum, le delta T de 10. Très bien. Écoutez, j'ai pas d'autres questions, donc je pense que les choses sont claires pour les participants. Je voulais qu'on passe un moment à aussi voir un projet concret. Du coup, C'est bon pour moi. du coup, voilà, j'appelle Stéphane Jalon, voilà, qui est responsable directeur d'agence sur Sur Dalkia Lyon, Rhône-Alpes. voilà, sur la partie tertiaire santé, on va vous présenter ce qui a été fait sur le Groupama Stadium. Et c'est exactement l'illustration concrète et pragmatique de tout ce qu'a développé nos deux collègues, à la fois Aurélien et David.
Alors, juste en introduction, donc Dalkia, on est filiale EDF, donc tout ce qui concerne la géothermie, on est quand même bien connu. Le stade de l'OL, vous le connaissez, ça fait à peu près 59 000 places. C'est le premier stade en France qui est financé par du privé. Nicolas, vous m'entendez bien, c'est bon? Absolument, on vous entend. Parfait. Bon, je vais juste vérifier la qualité auditive. C'est un stade qui est quand même très connecté. Ça s'est fait dans le contexte de l'Euro 2016. Et il y a une activité quand même qui est événementielle, qui est quand même forte. C'est-à-dire que ce n'est pas une activité stable. Il y a à peu près 38 événements match-day par an et beaucoup de formations. Donc le client, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que ça marche. Il voulait que ça marche bien. Il voulait quand même des coûts maîtrisés, une visibilité budgétaire et puis quand même une performance énergétique à la fois en termes de conso et en termes de rejet CO2 qui, avec ce système de géothermie, est quand même remarquable. Après, il y avait d'autres sujets qui étaient l'insertion. Et donc, nous, on a démarré nos prestations d'exploitation quasiment 2 ans avant que ça soit livré pour avoir l'œil neuf de l'exploitant, pour être bien certain que tout allait bien fonctionner, puisse lever notre doigt pour faire éventuellement amender soit la programmation, la régulation ou les installations pour être sûr que ça marche. On peut passer, donc, visite des installations. Alors, j'ai des slides plus détaillés si vous le souhaitez, mais on va la géothermie avec le schéma d'installation qui vous est présenté ici. Donc, il y a deux puits de captage qui sont en haut à gauche, que vous voyez, qui sont en violet, qui viennent introduire, là après, il y a un système d'échangeur qui vient mettre de l'eau tempérée dans tout le stade, donc avec 2 boucles, une vers le haut et une vers le bas. Alors, il y a même connexion avec le centre d'entraînement qui est un peu plus bas. Et là-dessus, il y a des petites pompes à chaleur qui vont faire soit du chaud, soit du froid en fonction de l'ensoleillement, du moment des besoins des utilisateurs finaux, pour les loges, pour les salles de formation, pour le restaurant. Et après, il y a des puits de rejet. Et on peut passer à la slide d'après pour zoomer le sujet. Donc, 3 thermofrigopompes. Ah oui, juste un peu avant, ouais. Donc, 3 thermofrigopompes, 2 puits de captage et un de rejet, donc ils sont bien espacés. Nous, on n'a pas participé à la conception, pour information, mais ils nous ont mis suffisamment en amont pour être sûr que tout allait bien fonctionner et qu'on allait bien avoir les paramètres de fonctionnement et de performance qui étaient demandés. Donc, la boucle de tempéré, j'en ai parlé. Donc, on a une grosse gestion importante de la loi sur l'eau et qui fait écho à tout ce que viennent de dire vos collègues des 2 dernières présentations sur quels sont les paramètres à suivre. Et avec une maintenance et une gestion d'énergie qui est quand même très, très optimisée. Et avec une activité variable, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît, Nicolas, pour expliquer effectivement que on retrouve les 2 puits en haut à droite de captage. On enchaîne sur 2 échangeurs à plaques. Ça fait le tour du bâtiment, ça revient, donc ça part avec des pompes et avec le circuit bleu foncé, ça revient une fois qu'il y a eu les thermofrigopompes du centre d'entraînement ou les différentes petites pompes à chaleur terminales qui ont pris soit du chaud, soit du froid, ça revient dans la boucle en bleu clair et ça revient après dans le puits de rejet pour avoir justement toujours avec le respect d'un delta T, d'un bilan neutre sur la nappe, etc. Donc ça, on a quelques slides qu'on peut présenter juste après. Donc l'intérêt de tout ça, c'est qu'on a des consos qui sont énergétiques, qui sont quand même optimisés. Le stade, il consomme beaucoup, mais la géothermie consomme relativement faiblement par rapport aux besoins. Et en fait, on a un suivi bien particulier, à la fois sur les comptages, à la fois combien ça consomme de chaud, de froid, et on doit garantir le confort pour l'occupant. Alors, ce qui est vrai, c'est que comme le stade, il est en match day, on doit adapter notre conduite énergétique et mettre des programmes différents suivant l'activité du site. C'est-à-dire qu'on a des séquençages pour démarrer et arrêter en fonction des événements. Et les grands principes, donc on fait un forage dans la nappe de l'Est lyonnais, on pompe à 21 mètres, donc on n'est pas plus profond que ça. Hein. Il n'y a pas grand monde qui pompe en plus à côté. Là, pour la petite anecdote, l'Arena qui s'est créée dernièrement, elle aussi en géothermie, on pourra en parler. Et après, il y a un débit à peu près de 125 mètres cubes par heure en nominal. Et en fait, on est plus entre 30 et 100. Et on ne doit pas pomper plus que 250. Alors, je répondrai aux questions juste à la fin, effectivement, sur les questions techniques. Et le chauffage des terrains, je réponds juste, le chauffage des terrains, en fait, c'est un cordon électrique, donc ça n'a rien à voir avec la géothermie. Les gradins non plus, parce que d'abord, tout le monde n'a pas un siège chauffant. Je crois qu'il n'y en a que quelques privilégiés. Là aussi, c'est électrique. Et pour l'eau chaude sanitaire, c'est épingle électrique, donc c'est vraiment pour le chaud. C'est pour faire la boucle
d'eau tempérée, hein, la géothermie. Alors, je vais juste baisser les questions parce que du coup, je vois plus. Donc, le contrat d'exploitation, pour faire simple, on s'occupe de tout le stade, sauf le gardiennage, c'est la phrase qui est tout en bas à gauche, tout qui concerne l'exploitation et la maintenance, sauf le gardiennage, le nettoyage, le Wi-Fi et les courants faibles un peu spécifiques. Je crois qu'il y en a quatre grands écrans géants, parce que ça, c'est pas un sujet où il y a vraiment de l'exploitation et de la maintenance à faire, de la sonorisation et l'audiovisuel. Mais tout le reste, c'est nous. Donc, quand vous allez au stade, tout ce qui concerne les tourniquets, tout ce qui concerne le sol, tout ce qui concerne les installations techniques, multitechniques, dont la géothermie et les boucles d'eau tempérée, mais on s'occupe aussi de tout plein d'autres choses. Et on a un contrat de 20 ans. C'est ce qui fait un peu la spécificité, c'est qu'en fait, le client, il a voulu mettre son investissement, il l'a lissé sur 20 ans, il a fait un prêt, donc c'est Olas qui a fait un prêt sur 20 ans, et il a dit, mes banquiers vont faire un prêt sur 20 ans, je vais avoir une visibilité des coûts d'exploitation et de maintenance sur l'ensemble du stade avec une durée qui est égale à peu près à la durée de vie du truc. Alors, il y a une question, est-ce qu'il y a un contrat P1 de prévu ou pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que la géothermie, c'est rien du tout par rapport au global. Ça consomme à peu près 10 gigas de consommation. Alors, un mot introductif de Jean-Michel Aulas à l'inauguration de l'ARENA, il a commencé par parler de l'ARENA et après de l'environnement, et juste après, il a parlé de Dalkia et du fait qu'on baissait les consommations. Donc, on a un gros travail sur les consommations, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne maîtrise pas toutes les consommations. Les consommations de la luminothérapie, les consommations du courant chauffant. Donc, on ne maîtrise pas l'ensemble des consommations et on a un contrat qui n'est pas, c'est le client qui achète directement son électricité. On a un contrat de performance énergétique, on est responsabilisé sur les consommations d'énergie et on doit travailler les devis pour venir amender la conception initiale de 2016. Il y en a beaucoup amendé les installations en regard d'un œil neuf d'exploitant. En proposant des investissements. Alors, il y en a certains qui ont été portés par l'OL directement. Il y a eu un passage en LED notamment. Donc, il n'y a pas de contrat P1, c'est contrat de performance énergétique sans achat d'énergie, mais on a un contrat quand même de responsabilisation sur les consommations. Alors ça, on peut passer un peu plus rapidement. Donc, on a une expertise où on est très flex, en fait, en fonction de... C'est un stade qui vit tout le temps, en fait. Hein. Il y a toujours une permanence. Pour une bonne et simple raison, c'est que c'est un bâtiment qui est ERP, donc qui reçoit du public. Donc, on doit être présent avec des électriciens sur les horaires d'ouverture, mais pas que. Il y a le musée et on essaye de faire un maximum en interne pour être... Donc, on est à peu près une quinzaine sur site, donc c'est un contrat qui est quand même très touffu, et enfin touffu au sens complet. On a participé en amont, donc pendant les 16 mois avant la réception, aux études exé. On a fait le suivi de chantier. On a donné notre œil d'exploitant. Alors, ce qui était bien, c'est que c'était construit par Vinci et on a réussi à fonctionner comme il faut. C'est-à-dire que la construction, il faut que ça avance. Il ne faut pas qu'il y ait un exploitant qui mette les bâtons dans les roues pour éviter que ça dérape en termes de planning. Mais par contre, on a su aller à l'essentiel de tout ce qui pouvait nous embêter sur les 20 ans d'exploitation. Il n'y avait pas intérêt à ce qu'il y ait des problèmes. Et on a fait modifier quelques installations à bon escient, d'autres où on a amélioré la fiabilité et la sécurisation, donc c'est intéressant. Alors, donc ça on peut passer, voilà. Et donc on a vendu une mission. Je vais répondre sur les optimisations des installations de géothermie, surtout au niveau régule en fait. On a beaucoup modifié et amendé le synoptique, posé les compteurs un peu plus détaillés et mis, par exemple, c'est marqué en haut à gauche là-haut. On voit, on arrive à suivre tous les paramètres essentiels beaucoup plus facilement. Donc, on a su et on a pu rentrer dans le système au niveau régule. Les installations de géothermie pure n'ont pas été changées. Elles ont été... voilà. Alors, est-ce qu'il y a comme question? Alors, à la limite, je répondrai un peu à la fin. Loi sur l'eau. Donc, on a une loi sur l'eau qui se régule entre 10 et 15 degrés. Bon, on doit être limité en delta T à 8, qui est paramétré par un automate. Mais donc, on a des paramètres essentiels, le captage, la conductivité, le débit, la température, les pompes. Et donc, on a un suivi quand même très régulier de tous ces sujets-là. Et on est responsabilisé sur le rendement global. Donc, on fait un reporting très particulier là-dessus. Je crois qu'on peut passer ensuite. Alors là, on voit quelques exemples de les puits de captage numéro 1 et 2. Où on voit qu'on est sur les 125 mètres cubes. Les deux échangeurs à plaques qui permettent effectivement après de bien dissocier le primaire du secondaire. Après, il y a tout ce qui concerne les pompes qui permettent d'envoyer de l'eau tempérée sur les packs et les 97 DRV Samsung.
et qui permettent de faire tout le tour du stade par la droite ou par la gauche et vers le centre d'entraînement. Alors, nous, on suit effectivement, on n'est pas suivi par la DREAL, hein, c'est pas nous qui sommes l'interlocuteur DREAL parce que c'est le client. Et nous, on doit tout formater pour le Groupama Stadium, donc tout ce qui a trait à la qualité d'eau, les contrôles de sonde. Ça fait vraiment écho à tout ce qui a été dit avant. Hein. Les contrôles des piézos, on ne fait pas le contrôle, c'est-à-dire qu'on parlait du rendement tout à l'heure, d'aller faire des inspections vidéo. En fait, il faut, en termes de conduite, voilà, il faut pas taper comme un bourrin à dire allez hop, on va taper dans la pompe à fond. Il faut y aller mollo. Et en fait, on a su, il y a quand même à prévoir un petit rythme d'apprentissage de l'adéquation entre comment on conduit une installation géothermique, ça on savait faire, et comment on l'adapte au process et aux temporalités du client qui, elles, sont trop variantes, très variables sur le Groupama Stadium. Donc, on suit le COP, moyen chaud-froid, et on a un suivi de l'eau en continu. Et puis, il faut bien faire sa maintenance des pompes, bien entendu. Et il y a un gros travail sur la partie régulation. Juste un point peut-être qui peut éclairer certains. Si certains souhaitent se lancer dans des projets de géothermie, dans ce sens-là, il y a des bureaux d'études qui sont autour de la table, donc qui sont tout à fait compétents pour dimensionner. Si les clients finaux ont un souhait je dirais, de se sécuriser pour dire combien ça va gagner par rapport à une autre installation, on peut, nous, travailler sur la conception, réalisation, exploitation, maintenance, pouvoir le financer sur de la durée et s'engager sur un coût global. Ça fait partie des types d'offres qu'on a fait, mais qui n'est pas ce type d'offre qu'on a fait sur le Groupama Stadium, parce que c'est le client qui l'a conçu et qui l'a financé. Nous, on a amendé la conception sur certains sujets. Par contre, on a un contrat global de 20 ans pour pouvoir justement se dire, mieux on fait une maintenance régulière et forte, plus la durée de vie résiduelle au bout des 20 ans sera forte. Est-ce que il y a des cas où on voit que le débit était limitant en fait, hein, pour la conception d'un système qui aurait été compensé par des réserves d'eau qui auraient été stockées dans des bâches? Je pense notamment à des bâtiments tertiaires qui demanderaient une puissance élevée le matin, puis un arrêt total. Ça c'est moi, j'aimerais bien faire des projets comme ça. Pour tout vous dire, avec les nouveaux coûts 2022-2023 des coûts de l'électricité, où la personne, je ne sais pas qui c'est qui a posé la question, c'est Philippe, c'est ça, où on a des coûts qui sont hyper élevés en journée et beaucoup plus faibles de nuit. Donc, il y a une eurosaisonnalité qui est très forte. Ça me semble tout à fait intéressant de travailler là-dessus, de la même manière qu'on peut travailler sur le stockage de glace, comme on le fait par exemple sur la station Montour du Vernet pour le réseau de chaleur de Lyon, où on utilise effectivement l'électricité pas chère la nuit pour transformer des glaçons et que ça décharge le matin quand l'énergie est un peu plus chère la journée. Donc oui, ça veut dire que la conception va changer finalement avec les types de tarifs qu'on a. Et quand on voit que l'électricité la journée peut être maintenant, au lieu d'être à 100 € ou 50 €, elle est à 500 €. Il est possible que les bureaux d'études commencent, et nous, on commence à amender notre conception en tenant compte de justement cette différence de prix entre été et hiver et de faire justement ces réserves d'eau sur le sujet. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez un COP? Attends, Oui. excuse-moi Nicolas, peut-être pour compléter aussi la réponse de Stéphane, et par rapport à la question posée, il faut bien relier ça en fait. Les appels de puissance maximum, enfin Stéphane l'a dit au préalable, des fois en fait c'est pas utile de vouloir couvrir les puissances maximum, enfin l'ensemble des puissances maximum avec la géothermie. Des fois il est plus opportun d'avoir une solution mixte pour couvrir les puissances maxi qui vont intervenir très, très peu durant une année, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien une optimisation du système de géothermie pour savoir qu'est-ce qu'on souhaite couvrir et comment, et puis l'adapter par la suite. Et puis, comme l'a répété plusieurs fois Stéphane, il y a quand même une exploitation qui doit être adaptée à la demande et aux besoins de manière à pouvoir couvrir là, ces pointes et éventuellement le gérer différemment. Donc ça, c'est des points très importants à bien étudier en amont et puis aussi en cours d'exploitation à s'adapter. Tout à fait, ouais. Ok, question pour Stéphane. Quel est le COP réel depuis la mise en service que vous avez calculé? Alors, en fait, déjà, quand on parle de COP, il faut bien distinguer si on parle juste du COP de la machine ou avec les auxiliaires. Alors, on va dire COP global annuel.
Alors, je ne l'ai pas là sous la main. En tout cas, je sais qu'on l'a bien optimisé parce qu'effectivement, mais ça, je n'ai pas la réponse là tout de suite. Alors, si vous me donnez 2 minutes, peut-être que je cherche dans mes documents, c'est dans les rapports d'activité qu'on fait. Et je ne l'ai pas mis dans le sujet, mais ça peut être un sujet intéressant. Bougez pas. Mais de toute façon, une question complémentaire, si vous en convenez, je vais voir si j'ai la réponse. Ouais, j'ai le suivi du COP moyen chaud-froid et après, j'ai pas les datas là sous la main là chez Euromester. Bon, bah, Mais non, mais à la limite, on peut compléter je peux compléter. Je vous donnerai l'info là quand je serai revenu chez moi. Enfin, Oui, chez voilà, moi, on chez Dalkia. complétera, on verra un complément de réponse. Ah, pas de souci. Ok, bon, bah écoutez, Mais en tout cas, oui, c'est vraiment. Enfin, je pense que voilà, la géothermie, nous, on trouve ça vraiment très bien. Donc, s'il y a des envies de développer, allons-y, parce que je pense que c'est encore plus pertinent maintenant avec le coût d'élec voilà, qui est intéressant et il y a il y a de la réserve quand même sur la région. très bien. Eh ben, merci à vous. Je pense qu'on va s'arrêter là. On reste bien évidemment à disposition et puis on vous enverra les supports à la suite. Donc, merci encore de votre participation. On se retrouve la semaine prochaine pour maintenant regarder la géothermie sur sonde. Et on aura également des retours d'expérience concrets du terrain, comme celui de Stéphane ce matin sur le terrain. Très bien. Voilà, Parfait. merci à vous. À bientôt. Bonne semaine à vous.